Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Academia pour le mois de décembre 2020. Alors tout d'abord, avant de commencer, j'espère que vous avez tous passé un bon réveillon de Noël et je vous souhaite également une bonne année et une bonne santé pour vous et pour vos proches, en espérant que l'année 2021 soit un petit peu meilleure que l'année 2020, que nous puissions laisser de côté les problèmes, on va dire, de l'année précédente. Alors un grand merci également à tous les contributeurs, je vous rappelle que c'est grâce à vous que je peux continuer à faire des vidéos sur YouTube, diffuser des vidéos gratuitement sur la chaîne Arcana les Mystères du Monde. Les vidéos de l'Academia sont des contreparties de remerciements pour ceux qui sont mes mécènes sur le site de financement participatif. Donc je vous rappelle que cette vidéo complète est accessible aux seuls contributeurs. Alors, passons maintenant aux choses sérieuses. Cette émission va traiter des cités mythiques. Mais alors, qu'est-ce que c'est que les cités mythiques? Eh bien, ça va regrouper, comme nous allons le voir, plusieurs catégories de villes. Certaines qui ont existé, certaines qui n'ont pas existé, et certaines dont nous ne savons pas vraiment si elles ont existé ou si elles n'ont pas existé. Alors parfois, dans ce dernier cas de figure, certaines villes historiques peuvent être attestées. En revanche, les légendes autour de ces villes ont été particulièrement augmentées et sont entrées dans le cadre de la mythologie, si on peut dire. Alors, cette émission donc sur les cités mythiques va clore le cycle des civilisations oubliées, donc une série de 3 vidéos d'Academia que je vous avais proposées. La première qui traitait de la culture des mégalithes, la seconde qui traitait de la question d'une hypothétique civilisation antédiluvienne, et cette troisième donc qui parlera des villes légendaires disparues, réelles ou imaginaires. Sachant que ce cycle de vidéos s'inclut lui-même dans une sorte de bonus, si l'on peut dire, avec mon livre, donc mon livre qui s'appelle également Les civilisations oubliées et qui est sorti au mois d'octobre 2020. Donc ce cycle de 3 vidéos sert à compléter, si l'on peut dire, mon ouvrage, à rajouter, à ouvrir d'autres pistes, si l'on peut dire, d'autres voies de réflexion qui ne sont pas spécifiquement abordées dans le livre ou qui ne sont pas mises en avant. Et là, on va essayer d'ouvrir justement d'autres chemins, d'autres voies de réflexion afin de compléter ou d'apporter d'autres éléments en plus du livre. Voilà, tout simplement. Donc, n'attendons pas plus longtemps et attaquons avec le plan de l'émission. Alors, cette conférence va se découper en 3 parties. Tout d'abord, nous allons faire une introduction pour dissocier un petit peu justement les villes historiques des villes légendaires et aussi parler de celles qui se trouvent un petit peu à cheval entre les deux. Et justement, donc la première partie va concerner uniquement les villes légendaires. Donc les villes légendaires comprenaient des villes mythiques, des villes dont nous n'avons aucune preuve empirique de leur existence. Alors, dans cette première partie, nous allons faire une liste, nous allons présenter plusieurs exemples, les présenter, les contextualiser, parler un petit peu des civilisations qui sont concernées, des éventuels textes ou des éventuels explorateurs qui l'ont recherché. Et puis nous ferons la même chose ensuite en deuxième partie avec les villes perdues. Alors les villes perdues, sous-entendu les villes historiques qui ont réellement existé, mais qui n'ont pas encore été retrouvées à ce jour, ou du moins qui posent encore certaines questions par rapport à leur position exacte géographiquement, avec plusieurs hypothèses, et nous verrons justement des exemples de ces fameuses villes perdues. Alors, aussi bien dans la partie 1 que dans la partie 2, nous ne présenterons pas toutes les villes légendaires appartenant à toutes les mythologies du monde. Nous prendrons quelques exemples frappants, marquants et qui permettent d'apporter une réflexion intéressante, si l'on peut dire. Et puis dans la deuxième partie, les villes perdues, nous ne citerons pas non plus toutes les villes qui ont disparu au cours de toutes les civilisations de l'Antiquité ou après, bien entendu. Nous parlerons de quelques exemples notables, par exemple la cité d'Akkad, qui fut quand même capitale de l'Empire akkadien et qui n'a jamais été retrouvée à ce jour. Et puis dans la troisième partie, donc voyage entre mythe et réalité, cette fois-ci nous parlerons de nous prendrons encore une fois certains exemples de villes à cheval entre mythe et réalité dont nous ne pouvons pas certifier empiriquement l'existence, enfin pour certaines nous pouvons certifier l'existence, mais néanmoins ce qui est raconté sur cette city entre dans la catégorie du mythe, et donc nous sommes, comme je vous le disais, à cheval entre le réel et l'imaginaire. Ensuite, je vous apporterai une conclusion personnelle par rapport à la thématique globale, pas forcément, je parlerai également de conclusions personnelles par rapport à certains cas de ces villes bien entendu, mais j'apporterai également une conclusion plus générique par rapport au sujet des villes légendaires et des villes perdues. Puis ensuite, je vous proposerai une petite bibliographie afin de poursuivre vos recherches personnelles. Alors tout d'abord, avant de commencer, il va falloir différencier clairement, si l'on peut dire, les villes historiques des villes légendaires. Et pour cela, nous allons utiliser les exemples, car c'est la meilleure façon de pouvoir présenter ce sujet. Alors tout d'abord, différence entre une ville historique et une ville légendaire. Eh bien, pour prendre un exemple, la ville de Lutèce est une ville historique. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons des sources, nous avons des documents textuels qui mentionnent l'existence de la ville.
Et nous avons également des données archéologiques qui furent retrouvées qui permettent d'attester l'existence de la ville de Lutèce qui précède la ville de Paris. Comprenez qu'aujourd'hui, la ville de Paris englobe le site qui était autrefois Lutèce. Mais évidemment, Lutèce était une cité beaucoup plus petite. On pourrait citer exactement le même cas avec Lugdunum en France, ancêtre de Lyon, qui est l'ancien site de la capitale rouennaise actuelle. Alors, pour prendre un autre exemple, cette fois-ci légendaire, ou plus précisément à cheval entre la légende et l'histoire, c'est par exemple la ville de Pyrène. Alors la ville de Pyrène est une cité mythique qui se trouve dans les Pyrénées, probablement dans les Pyrénées orientales, ou éventuellement au nord de la Catalogne, ou éventuellement dans l'Aude, enfin tout le secteur un petit peu Languedoc. Nous avons également des sources historiques qui nous parlent de la ville, donc par exemple Hérodote, nous avons également Avienus, nous avons également, que je ne dise pas, Silius Italicus, qui cite l'existence de la ville. Néanmoins, nous n'avons pas de données archéologiques, nous n'avons pas identifié archéologiquement le site de la ville de Pyrène. Donc nous pouvons éventuellement hypothétiser son existence historique, néanmoins, nous n'avons aucune confirmation de son existence. Du coup, nous sommes à cheval entre l'histoire et la légende. Alors je ne vais pas développer au cours de cette émission le cas spécifique de Pyrène, tout simplement parce qu'il s'agit de l'un des chapitres de mon livre. Donc je vous y renvoie si vous voulez plus d'informations sur ce sujet. Alors, ensuite, nous avons le cas d'une ville purement légendaire. Alors, par exemple, nous prenons le champ de Shangri-La. Shangri-La, une ville tibétaine, mythique, etc., qui ne se trouve pas dans les sources mythologiques anciennes. C'est une invention littéraire du 19e siècle, que nous allons traiter dans cette émission, et qui, au fur et à mesure du temps, va être recoupée avec certains mythes plus anciens de l'hindouisme ou du bouddhisme, et qui est une ville purement légendaire. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucune source textuelle antique qui permet d'attester son existence, mais nous n'avons pas non plus de sources archéologiques. Donc là, nous sommes purement dans une ville légendaire, et nous allons essayer de comprendre pourquoi s'est cristallisé ce mythe, et lui-même a éventuellement pu s'inspirer d'éléments historiques. Alors autre chose, nous avons les villes détruites ou les villes perdues, et ce n'est pas forcément la même chose, et ce ne sont pas forcément des villes légendaires. Prenons un exemple, la ville de Pompéi, ou encore Herculanum, ce sont des villes qui furent détruites par l'éruption du Vésuve, dans le 1er siècle de notre ère. Donc ces villes ont réellement existé, nous avons de nombreuses sources qui parlent de ces cités, et puis évidemment nous avons les célèbres sites archéologiques de ces villes détruites, donc nous pouvons tout à fait confirmer leur existence, bien entendu, mais ce ne sont pas du tout des villes légendaires, des villes mythologiques ou quoi que ce soit, et ce ne sont pas non plus des villes perdues, puisque nous savons où elles se trouvent, ce sont simplement des villes qui ont été détruites. Les villes perdues, c'est les villes dont nous pouvons inversement attester empiriquement l'existence, dont nous avons de nombreuses sources textuelles qui mentionnent leur existence, mais nous avons également des sources archéologiques qui peuvent par exemple provenir de cette ville. Par exemple, nous avons des bas-reliefs ou autre chose qui ont été exhumés et qui mentionnent cette ville ou qui attestent des représentations de cette ville ou encore autre chose. C'est notamment le cas de la cité d'Akkad. La cité d'Akkad, nous avons une multitude de sources qui nous permettent d'attester son existence. Ce qui pose question, c'est sa position exacte en Mésopotamie, et de ce fait, on ne parle pas d'une ville détruite, enfin bien qu'elle ait probablement été détruite, mais nous parlons d'une ville perdue, d'une ville historique, certaine, mais néanmoins non retrouvée. Ensuite, une ville historique peut également devenir une ville légendaire. Alors prenons un exemple frappant avec celui de Babylone. Babylone qui ne sera pas non plus traité spécifiquement dans cette vidéo, mais qui va bien illustrer cet exemple. Babylone est une ville qui a réellement existé. Nous savons où elle se trouve, nous savons de quand elle date sensiblement, nous savons sensiblement à partir de quand elle est détruite, enfin elle est détruite plusieurs fois d'ailleurs, nous avons de nombreuses sources en provenance de la ville et en provenance de d'autres cités qui la mentionnent, nous avons toute une histoire composite sur cette cité de Babylone. Néanmoins, cette ville va devenir mythique sur certains aspects. Elle va devenir le lieu de la légendaire tour de Babel dans les récits bibliques. Babylone va prendre un aura mystique, lui attestant un passé multimillénaire parfois, qui donc est bien au-delà de sa réalité historique. Donc là, vous voyez le cas d'une cité réelle qui se trouve mythifiée pour s'inclure dans une sorte de cosmogonie, en faisant la cité du dieu Marduk, par exemple, qui aurait fondé Babylone dans des temps mythologiques, encore une fois. Et puis, dernier problème, ce sont les villes légendaires qui peuvent éventuellement s'inspirer d'une ville historique. Alors là, je vais prendre l'exemple
l'exemple de l'Atlantide. Alors l'Atlantide qui est un sujet que je vais assez peu développer également dans cette émission, puisque c'est un des cœurs, c'est un des sujets cœurs de mon texte. Donc je vous rappelle le texte, hein, les civilisations oubliées. Donc l'Atlantide est une légende, somme toute, d'après les données que nous possédons, c'est en grande partie une légende. Néanmoins, la question que l'on peut se poser, c'est quels sont les éléments historiques qui ont pu inspirer cette légende, lui donnant de la hauteur. Alors, il ne faudrait pas forcément rechercher une réalité historique immédiate dans les descriptions de Platon, mais il s'agirait plutôt de rechercher quels sont les différents éléments historiques qui ont pu inspirer Platon afin que lui-même édifie la légende de l'Atlantide pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, parfois, une ville légendaire peut puiser une masse d'inspiration se basant sur le réel. Et donc, le travail inverse va consister à détricoter le légendaire pour revenir aux éléments cohérents historiques et de retrouver l'éventuelle cité perdue. Alors maintenant, nous allons attaquer la première partie avec justement ces villes légendaires, comprenez des villes dont on ne peut pas attester l'existence historique et qui sont de l'ordre de la mythologie. Parmi les exemples que nous allons explorer, nous allons tout d'abord parler de Is, la cité engloutie de Bretagne, de Kitej, sa jumelle, la mystérieuse cité engloutie de Russie. Ensuite, nous parlerons des 7 capitales légendaires de Mu. Ensuite, nous ferons une digression justement avec le mythe des cités d'or qui lui est lié. Nous parlerons ensuite d'Agartha. Alors Agartha n'est pas proprement une cité souterraine, c'est plutôt une sorte de monde souterrain, etc. Mais nous allons remonter un petit peu aux origines de ce mythe pour comprendre comment s'est cristallisée donc la légende d'Agartha. Nous parlerons de la cité de Shangri-La au Tibet, dont nous avons déjà mentionné le cas tout à l'heure, et puis nous terminerons avec Camelot, qui est une cité justement qui ne date pas pour le coup de l'Antiquité, mais qui daterait plutôt de la période du Haut Moyen-Âge dans les légendes arthuriennes. Alors commençons avec avec Is, excusez-moi. La cité d'Is appartient au folklore breton. La première question qu'il faut se poser quand on étudie une cité légendaire, ce sont ses sources justement, de qui en parle et à quelle époque. Alors tout d'abord, l'auteur de la tradition de Is, la cité engloutie, cela vient d'une sorte de multitude de traditions orales. Nous n'avons pas un texte datant de l'Antiquité ou même du Haut Moyen-Âge qui mentionne la ville de Is, qui mentionne son existence réelle ou quoi que ce soit d'autre. Nous avons simplement un légendaire local, un folklore, qui se transmet la tradition. Ce dernier va se cristalliser sous la plume de Pierre le Beau au XVe siècle et sera reprise par la suite. Et on va voir qu'au cours des différents textes qui vont mentionner la cité d'Is, à partir de Pierre le Beau, eh bien, le mythe va parfois se complexifier, vous prendre un aspect parfois plus chrétien, parfois plus païen, suivant les différents auteurs et leur sensibilité. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'on peut attester de l'existence de cette légende à partir du 5e siècle de notre ère. Qu'est-ce que cela nous donne comme information? Eh bien, tout simplement, si la légende de Is existe à partir du 5e siècle, eh bien ça sous-entend que son existence hypothétique se place avant. Et avant, comprenez, pas forcément une centaine d'années avant, mais parfois peut-être plusieurs siècles, peut-être un millénaire, etc. Tout ça. On peut y mettre la datation que l'on veut, mais dans tous les cas, avant le 5e siècle. Pour ce qui est de sa localisation, on la place habituellement soit dans la baie des Trépassés, soit dans la baie de Douarnenez, dans le Finistère, donc en Bretagne, en Bretagne continentale, donc sur la pointe du Finistère. Au niveau de sa disparition, eh bien, le mythe nous illustre une colère divine. Ce serait une sorte de fléau divin dû au mauvais penchant des habitants de la ville, et surtout de sa princesse, donc Dahu, qui aurait attiré sur la ville la colère divine, et la ville aurait été submergé par un déluge des eaux, par une vague gigantesque. Seul aurait survécu le roi Gradlon, donc le souverain de la ville, ainsi que Saint Gwénolé, un homme saint, qui aurait donc sauvé justement le roi de la destruction de la ville. Au niveau archéologique, nous ne disposons d'aucun élément, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun vestige archéologique qui puisse confirmer l'existence réelle de la cité d'Is. Et au niveau des personnages les plus importants de la légende, nous avons donc Dahu, le roi Gradlon, Saint Gwénolé et le diable. Alors, laissez-moi vous raconter très brièvement la légende. Je vous ai déjà proposé une émission sur la chaîne qui raconte la légende d'Is, donc je ne vais pas revenir sur tous les détails. Nous aurions une cité qui se trouve donc dans le Finistère, qui appartient au monde du paganisme. Le roi de la cité s'appelait Gradlon, et ce dernier aurait construit la ville pour sa fille, qui s'appelait Dahu. Cette dernière, étant un petit peu sorcière, était liée symboliquement avec l'océan, d'où une ville qui se trouvait sur une île, ou du moins construite hors des flots, mais néanmoins à proximité de la mer.
Or, cette dernière Dahu, qui était de tradition païenne, peut-on dire, avait des mauvais penchants aux yeux de l'Église. Et donc, elle collectionnait les amants et les faisait assassiner au petit réveil. Et puis un jour, elle sera séduite par le diable, va lui donner les clés de la ville, et ce dernier va en profiter pour déclencher, pour détruire la cité. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est le diable qui va séduire Dahu, mais c'est également le diable qui détruit la ville. Ce n'est pas spécifiquement Dieu. C'est la colère de Dieu, mais qui se manifeste par la violence du diable. Et ça, c'est intéressant. Autre chose, le personnage de Saint Gwénolé est important, puisque c'est un personnage lui-même semi-légendaire, mais un saint du catholicisme, qui est révéré principalement en Bretagne, et qui aurait soi-disant existé au cours du 5e siècle, ce qui coïncide avec l'apparition de la tradition orale, bien entendu. Alors, la légende de la Cité 10 est un conte qui illustre ce syncrétisme entre la tradition païenne et la tradition chrétienne. C'est un mythe qui va marquer par le passage de la cité, par le passage de la destruction de la cité, qui va marquer la transition entre l'ancien monde païen et le nouveau monde chrétien. Or, le fait de placer la légende sensiblement au 5e siècle illustre parfaitement ce changement, puisque je vous rappelle que la christianisation de la Gaule, et donc de l'Armorique, s'est faite sensiblement à partir du 3e, et ce jusqu'à peu près au 5e siècle. Donc, cette phase de transition s'illustre avec la Cité 10, un territoire mythologique qui est fondée sur l'ancienne tradition, mais qui elle-même va devoir disparaître au profit de la nouvelle tradition. Seul le roi Gradelon, soutenu par le saint chrétien, si l'on peut dire, va pouvoir survivre à cette destruction, et Dahu, quant à elle, sera précipitée dans les flots. Donc évidemment, trouver une existence réelle à la Cité 10, c'est assez délicat. Il est possible que certaines cités antiques de la Gaule, et puis éventuellement, comprenez dans le secteur de Bretagne ou de Grande-Bretagne, aient pu inspirer en partie la légende 10. Il est également possible que la légende 10 se base sur des traditions plus anciennes, de villes détruites ou quoi que ce soit d'autre. En revanche, dans sa forme actuelle de la légende, le mythe est chrétien. Il illustre parfaitement le passage d'un monde à un autre. Donc il ne faut pas spécifiquement chercher une réalité historique à la légende 10, mais plutôt comprendre le cheminement mystique, si l'on peut dire, qui est véhiculé dans cette légende, qui reprend un petit peu le mythe du déluge du christianisme, avec la destruction du monde païen au profit de la nouvelle religion. Alors ensuite, nous pouvons continuer avec un mythe qui est sensiblement équivalent, qui se trouve donc en Russie, à Kitej, et qui appartient cette fois-ci aux traditions slaves. Alors, tout d'abord, l'auteur. Eh bien, nous n'avons pas spécifiquement d'auteur non plus pour la légende de Kitej, nous sommes cette fois-ci dans les traditions orales des pays slaves, donc composés d'Europe de l'Est et de Russie. Au niveau de la datation, là c'est très intéressant, puisque le mythe de la cité engloutie de Kitej n'appartient pas non plus à l'Antiquité, mais n'appartient pas non plus au Haut Moyen-Âge, mais se place au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, au moment des invasions mongoles sur le territoire des principautés de Russe, ou la Russie médiévale si vous préférez. Au niveau de la localisation de la légende, elle se trouve à proximité de Krasnikolm, une ville de Russie, et du lac Sveltoïa, donc un lac circulaire où, soi-disant, la ville aurait été immergée. Ensuite, au niveau de sa disparition, nous ne sommes pas tout à fait dans le même mythe que celui de la Cité 10, puisque cette fois-ci, ce n'est pas une colère divine qui va détruire la cité pour ses mauvais penchants, mais au contraire, c'est une protection. La ferveur de ses habitants, qui se sont mis sous le patronage du dieu unique, vont leur accorder la protection divine, justement face aux armées mongoles. Et au niveau archéologique, évidemment, nous n'avons aucun élément archéologique qui permette d'attester l'existence de la cité de Kitej. Et au niveau des principaux personnages, nous trouvons le prince Yuri II, qui ne trouvera pas la mort dans la cité de Kitej, mais quelques temps plus tard, mais qui l'avait construite, d'après la légende. Donc Yuri II, qui régnait au XIIIe siècle, qui serait le fondateur de la ville, et donc ce qui permet de placer une chronologie à cette histoire. Et l'antagoniste, Batu Khan, donc un chef d'une horde mongole, qui sera l'instigateur des invasions mongoles, donc sur le territoire qui nous intéresse. Alors, de la même façon que pour la Cité 10, je vous ai également proposé une vidéo sur la chaîne pour toute la légende. Là, nous allons simplement la résumer en quelques mots pour comprendre la symbolique. Donc, au XIIIe siècle, les hordes mongoles envahissent les principautés de Russe. Il y a un combat qui se livre bien évidemment avec les forces locales, mais la horde mongole va prendre rapidement l'avantage et dévaster de nombreuses cités. Or, la légende nous dit qu'il y avait deux cités, qui s'appelaient toutes deux Kitej, une qui s'appelait la Petite Kitej et l'autre Bolshoi Kitej ou la Grande Kitej. La Petite Kitej, nous savons qu'elle a réellement existé. Elle a été détruite, nous avons quelques documents d'époque qui peuvent attester son existence. En revanche, la Grande Kitej, nous ne pouvons pas l'affirmer. Il est tout à fait possible qu'une cité appelée Bolshoi Kitej ait existé, et que cette dernière soit tombée dans l'oubli, ait été détruite ou quoi que ce soit d'autre.
En revanche, l'idée d'une cité engloutie sera édifiée donc au XIIIe siècle pour montrer donc cette protection divine face aux hordes mongoles. Les Mongols détruisent les villes, les habitants de la ville de Kitej, la grande Kitej, comprenez, n'ont pas de fortification, n'ont pas d'armée pour les défendre, alors ils vont se tourner vers la foi. Ils prient le Seigneur, et ce dernier va établir une sorte de dôme de lumière autour de la ville, et faire couler la ville dans le lac Sveltoyar, mais ce dôme va permettre de protéger les habitants qui ne vont pas être noyés. Ils vivent encore, d'après la légende, hors du temps, dans une sorte de paradis isolé au fond des eaux, ce qui les a protégés de la horde mongole. Alors, il est historiquement beaucoup plus probable que de nombreuses villes aient été détruites, éventuellement la grande Kitej, Bolshoi-Kitej ait été détruite, et qu'au cours du temps, la disparition de cette ville s'est établie en mythe, formant l'idée de la civilisation, enfin de la ville engloutie. Alors là, le mythe, on n'est pas du tout dans une transposition entre le passage d'un monde païen à un monde chrétien, on est bel et bien sur une tradition chrétienne, puisque c'est la ferveur de ses habitants pour le christianisme qui va les protéger de la destruction, inversement des hordes païennes pour le coup, mais il est possible que le mythe de cité engloutie lui-même se soit répandu dans les traditions slaves, et date de périodes bien plus anciennes. Et le mythe de Kitej ne serait qu'une réactualisation des anciens mythes des cités perdues, qui va retrouver sa place dans cette période de tourment qui était celui des invasions mongoles. Comprenez que dans l'histoire, à chaque fois qu'une civilisation vit un trouble, un cataclysme conséquent, une invasion ou une destruction massive, eh bien, une sorte de mythologie va se réactualiser, reprenant souvent des anciens mythes, mais les réactualisant à leur époque. Et donc, dans le cas de Kitej, nous reprenons les mythes des cités perdues préalables, mais qui vont prendre leur place dans cette phase des invasions mongoles, au point de prendre cette fois-ci l'image d'une ville chrétienne qui se retrouve protégée par les puissances divines. Alors, autre cas, cette fois-ci beaucoup plus complexe, c'est celui des 7 capitales de Mu. Alors, en premier lieu, quel est l'auteur de cette légende? Eh bien, le premier à mentionner l'existence du continent de Mu, c'est un homme qu'on appelle Augustus le Plongeon au XIXe siècle. Et ce mythe sera lui-même popularisé par James Churchward au XXe siècle, dans 3 livres qui s'appellent Le continent perdu de Mu, Le monde secret de Mu, enfin l'univers secret de Mu et Le monde occulte de Mu. Au niveau de la datation, ces 2 hommes et leurs continuateurs vont placer l'hypothèse du continent de Mu et donc des 7 capitales de Mu dans un monde antédiluvien, comprenez, avant le déluge. Alors bien sûr c'est une date tout à fait hypothétique puisqu'on ne peut pas affirmer l'existence réelle d'un déluge planétaire, mais les hypothèses affirmées habituellement sont soit de moins 10 000 avant Jésus-Christ, moins 15 000 ou moins 20 000 avant Jésus-Christ, etc., etc. Mais comprenez que l'idée est la même. De toute façon, je développe toute une théorie personnelle sur le mythe du déluge dans mon livre, auquel je vous invite encore une fois à vous reporter. Au niveau de sa localisation, on le place dans l'océan Pacifique. Alors dans l'océan Pacifique, parfois également dans l'océan Indien, bien que dans l'océan Indien, on va plutôt l'appeler le continent de la Lémurie dans ce cas de figure. Sachant que le mythe de la Lémurie est lui-même inspiré du mythe de Mu, et d'où on ne va pas développer le cas spécifique de la Lémurie ce soir, cela fera l'objet de d'autres vidéos. La disparition du continent de Mu et donc des 7 capitales, comprenez-le, serait suite à un cataclysme. Alors un cataclysme qui se serait produit par une guerre entre le continent de Mu et le continent de l'Atlantide. C'est du moins comme ça que l'illustre James Churchward. Donc nous sommes face à un cataclysme, mais cette fois-ci qui n'est pas l'œuvre du diable ou pas l'œuvre de Dieu, c'est bel et bien une guerre entre civilisations. Au niveau de l'archéologie, il n'existe aucune preuve empirique de l'existence du continent de Mu et des 7 capitales de Mu. Aujourd'hui, dans la recherche alternative, il existe des sites archéologiques qui sont proposés pour illustrer une géographie à Mu. On pourra citer notamment les moailles de l'île de Pâques, le site de Yonaguni dans la mer du Japon, encore d'autres sites qu'on va trouver par exemple à Tahiti, sur les îles Marquises, des éléments qui s'incluent dans la mythologie globale de Mu. Et au niveau des personnages, on ne trouve pas de mention spécifique de personnes que l'on peut attester dans le mythe de Mu. Alors qu'est-ce qui va nous intéresser avec cette histoire des 7 capitales de Mu et pourquoi je les ai rangées dans la catégorie des villes légendaires et non pas des villes historiques? Eh bien tout d'abord parce que le mythe de Mu est un mythe récent, un mythe qui n'apparaît qu'au XIXe siècle. Il n'existe aucune trace dans les civilisations de l'Antiquité, ni même dans les sociétés médiévales, ni même à la Renaissance, qui atteste de l'existence de Mu. Nous allons voir que nous allons pouvoir inversement recouper le mythe des 7 capitales de Mu avec d'autres mythes, mais ça sera la fin de cette première partie. Là, pour le moment, le continent de Mu, l'hypothèse du continent de Mu, n'existe pas avant le XIXe siècle. Ces premiers auteurs, Augustus le Plongeon et James Churchward, vont établir ce mythe
en faisant des recoupements avec des éléments de différentes mythologies. De la mythologie des Maoris, la mythologie des Pascouans sur l'île de Pâques, la mythologie des Amérindiens, donc comprenez Inca, Aztèques, Mayas, etc. Et également avec le mythe de l'Atlantide de Platon et tout un tas de choses. Donc le mythe de Mu est ce qu'on appelle un mythe protéiforme, qui va se baser sur des sources multiples, variables, et qui ne sont pas de la même époque et qui n'appartiennent pas non plus aux mêmes civilisations. Comprenez juste qu'il n'existe pas de source antique du mythe de Mu. On voit donc qu'on est sur une sorte de duplicata de la légende de l'Atlantide, mais placée dans le Pacifique. Et on est également sur un duplicata du mythe des cités d'or que nous allons voir juste après. Alors, justement, le mythe des setters. Nous toucherons un petit peu quelques mots tout à l'heure sur les fameux sites qu'on associe au mythe de Mu, comme l'île de Pâques, Yonaguni, mais je garde ça pour la conclusion de cette vidéo. Alors pour le moment, le mythe des cités d'or. Alors, quels sont les auteurs de ce mythe? Eh bien, ce sont les conquistadors. Donc conquistadors, comprenez les Espagnols, les Portugais, etc. Et plus tard Français, Hollandais, Anglais, etc. Qui vont aller au Nouveau Monde, donc en Amérique, enfin dans les Amériques, à partir du XVIe siècle. Comprenez également que le mythe des cités d'or s'établit lui-même sur une mythologie locale, donc précolombienne, appartenant aux différentes populations, notamment les Aztèques, les Mayas et quelques autres bien entendu. Donc de ce fait, ce mythe existe dans une époque précolombienne, avant les conquistadors. Même si le visage qu'on lui connaît actuellement date de la période de la Renaissance, il n'empêche que des éléments du mythe préexistent à leur arrivée. Donc encore une fois, on ne peut pas les dater avec précision. Nous savons qu'ils datent d'avant le XVIe siècle. Au niveau de sa localisation, alors évidemment il y a de nombreuses variables puisque le mythe des cités d'or est lui-même très protéiforme. Donc on va trouver un mythe qui va se trouver principalement en Amérique centrale, donc dans le territoire qu'on situe habituellement aujourd'hui soit en Colombie, soit au Venezuela, soit dans les États-Unis d'Amérique, donc soit au Nouveau-Mexique, en Arizona. Donc tout ce territoire du sud de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, et on va trouver également d'autres mythes qui entrent en résonance avec celui des cités d'or en Amérique du Sud, dans les territoires des Incas ou au Brésil, etc., au Pérou, tout ce que vous voulez. Donc le mythe des cités d'or est lui-même un mythe volatile avec plusieurs lectures suivant tous les territoires de l'Amérique.